Nous avons vu dans la première partie donc, différentes images des mouvements qui étaient en fait très diverses ou très différentes dans leur forme. Donc, en les examinant de plus près, on peut essayer d'extraire les éléments qui vont composer ces images, leur fondement ou leur structure graphique élémentaire. En fait, on va adopter une posture critique qui va nous conduire à déconstruire ces cartographies de flux et de mouvements. Et la cartographie, en fait, est entendue ici comme un processus, donc une pratique, une manière de faire, et aussi comme un objet, une carte, qui va s'inscrire dans un cadre théorique donné. Donc on a vu qu'il y avait deux grands courants théoriques, une approche plutôt réseau, qui analyse donc des relations qui existent entre des lieux, et une approche plutôt gravitaire, qui va analyser plutôt l'intensité de ces relations en prenant en compte des variables spatiales notamment. Donc, la cartographie s'inscrit dans un cadre théorique donné pour construire une figure qui est censée, c'est-à-dire dotée d'une signification au regard d'une certaine thématique. La thématique va être importante dans l'analyse qui va pouvoir être menée. Donc l'approche qu'on met en œuvre est compréhensible. Donc elle a pour but en fait, de décortiquer la construction de ces images avec une visée pédagogique. En fait, l'objectif était pour nous d'essayer de démêler la complexité apparemment graphique de ces cartographies des mouvements. Et plus généralement, on a une approche qui est généralisable et qu'on souhaite reproductive. Donc, avant toute chose, il est donc essentiel de rappeler en fait les éléments fondamentaux, histoire qu'on soit tous d'accord de ce sur quoi nous parlons. Donc, en sciences humaines et sociales, je pense que tout le monde le sait ici, le mouvement est défini comme la mesure, donc avec un dispositif de mesure dans une certaine unité, d'une quantité, qui a été transférée dans un espace géographique, entre un ou plusieurs lieux, pendant une période. Donc ça, c'est la définition que l'on connaît. Donc la mesure est donc observée en un temps T1. Elle est donc généralement rétrospective, sauf cas particulier d'enregistrement pseudo-automatique via GPS. En général, dans la réalité, on se place à un temps T et on mesure un déplacement qui a été effectué entre un temps T-1 ou T0 et le temps présent. Donc ce que l'on obtient, c'est une vision au temps T ou une mesure sur un intervalle. Donc la mesure observée sur une position temporelle concerne des positions géographiques qui sont relatives parce qu'elles vont toujours s'inscrire dans un système de projection cartographique donné. Sinon, cela nous empêche d'effectuer certains types d'analyses géographiques. Donc, les positions géographiques sont relatives. Donc, si elles sont relatives, ça veut dire que l'espacement des lieux va être valable dans un certain système de projection et pas dans un autre. Et le choix de ce système de projection va donc influer sur la mesure. Donc, la mesure est toujours pour au moins un couple de lieux, sinon plusieurs couples de lieux, puisqu'on veut représenter un déplacement. Donc, à minima, elle concerne 2 lieux. Au début, la mesure elle est individuelle, effectuée donc à un niveau élémentaire pour constituer des trajectoires, mais elle est rarement fournie à ce niveau élémentaire, sauf dans le cas particulier d'enquêtes dédiées ou de travaux dédiés en général. La mesure sur des déplacements est fournie à un niveau agrégé. Elle comporte plusieurs individus pour des raisons évidentes de confidentialité et d'autres. Elle comprend plusieurs individus et donc elle correspond à un stock. Un stock qui traduit donc un état en un lieu, observé à un moment donné et concernant une période. Donc un stock en fait entre 2 positions dans l'espace et dans le temps. Un stock qui peut aussi être interprété en termes de transfert entre 2 voire plusieurs lieux, réalisé toujours pendant une période, observé à un moment donné. Donc pour un individu ou bien, donc lorsqu'on a la chance de pouvoir avoir des données individuelles, ou bien pour un agrégat, c'est qui est le cas le plus général, qui s'est déplacé dans un espace minime de 2 composantes, longitude et latitude, et où pendant un temps T donné, on a au moins 4 composantes essentielles à mobiliser. Donc le plan social, est-ce que je suis à l'échelle individuelle, à celle du groupe ou à celle de l'agrégat? Une composante spatiale en longitude, du lieu d'origine, du lieu de destination. Une composante spatiale en latitude, du lieu d'origine, du lieu de destination. Une composante temporelle, le moment d'origine, le moment de destination ou la période.
Donc ces différentes composantes spatiales, ces différentes composantes socio-spatiales et temporelles articulent en fait des informations qui sont de deux niveaux, des informations qui sont plutôt structurantes et formelles, qui sont nécessaires pour la construction d'une information qui sera orientée soit sur les aspects géographiques, et ou soit sur les aspects temporels, et ou soit sur les aspects sociaux. Donc des informations d'ordre structurel, mais aussi des informations qui sont thématiques, qualitatives ou sensibles. En fait, certaines de ces composantes, les composantes qui sont plus structurelles et formelles, ont un caractère très idiographique, comme ça, très posé, alors que les autres informations contextuelles, davantage thématiques, contribuent à un enrichissement qualitatif de l'analyse cartographique, en ce sens qu'elles vont apporter des données sémantiques sensibles, elles ont un caractère plus monographique. Donc une carte qui va pouvoir être bien faite va ainsi articuler harmonieusement ces deux grands registres. Des registres très formels, la localisation des lieux, des zones de départ, d'arrivée, des trajectoires, et des informations plus monographiques qui vont aider l'analyse. Et souvent cette partie plus qualitative est révélée par le jeu de variables visuelles et tout un tas d'éléments sur lesquels nous reviendrons. Donc une fois que ces informations structurelles, formelles et thématiques ont été identifiées, l'étape d'après correspond à leur symbolisation graphique. Comment je vais passer du tableau contenu de la thématique à ma carte. Et là, il va être question d'utiliser en fait des symboles qui sont les primitifs de la représentation graphique en général, primitifs qui vont être replacés dans un contexte géographique, dans un espace en fait qui va être projeté, un espace géographique ou non. Donc les trois primitifs sont le point, la ligne et le polygone. Le point décrira par exemple des positions fixes. La ligne symbolisera le déplacement entre deux populations. Le triangle montrera la différence, montrera la direction du déplacement. Et puis c'est tout. En gros, la représentation des phénomènes de déplacement passe en fait par une symbolisation graphique assez simple, assez formelle, si on ne tient pas compte des aspects thématiques ou plus qualitatifs. Et c'est là que, en matière de cartographie des migrations, se pose un problème qui est souvent soulevé en cartographie, c'est la question de la représentation des migrations sous la forme de flèches. Donc, avant d'aller plus loin, donc, on va évoquer ce problème dit de la flèche. En fait, un certain nombre de chercheurs et d'experts sur les migrations dénoncent régulièrement un usage de la flèche valuée, un usage abusif de la flèche valuée, donc de grosses flèches, pour cartographier des flux qui seraient variés, des flux internationaux s'exprimant en particulier à l'échelle mondiale. En fait, deux hypothèses peuvent être avancées. La première hypothèse, en fait, est qu'il existe un décalage ou une incohérence entre la cartographie des migrations telle qu'elle est proposée par différents producteurs, c'est-à-dire essentiellement au niveau agrégé, parce que c'est l'information dont ces cartographes disposent, et l'attendu social, en fait, de la représentation de migration, qui serait plutôt de l'ordre de processus individuels relatifs aux migrants, à l'individu. Donc il y a un décalage entre la production cartographique de flux et l'attendu de la société qui porte plutôt au niveau individuel. En fait, ça c'est un problème théorique qui est posé à un niveau graphique. Donc on dénonce l'usage de la flèche alors que la flèche ne fait que représenter un transfert entre deux lieux en l'absence d'autres informations complémentaires. La grosse flèche valuée est un objet graphique qui symbolise donc une quantité de personnes et elle ne représente pas des situations migratoires individuelles. Ce n'est pas son objet que de représenter ça. Donc le problème de la flèche, en fait, serait une forme d'erreur, enfin de mon point de vue, dans l'interprétation de ces cartes qui portent sur des migrations et non sur des migrants. Donc c'est un problème au niveau qui concerne le niveau d'observation, observation migrant-migration, la question de l'information disponible pour la représentation de ces déplacements, le type de représentation, l'interprétation de la carte. Et cette erreur, en fait, émerge en raison d'une insuffisance de la prise en compte du contexte
traduit en fait cette incohérence. Donc l'erreur en fait qui conduirait à interpréter la flèche percée sur une carte comme une généralisation de comportements individuels, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle symbolise vraiment un agrégat. Sauf cas particulier, quand on connaît le cheminement exact, on y reviendra plus tard. Donc si j'ai fait ce détour sur le problème de la flèche, c'est qu'il y a une confusion importante dans le choix du niveau d'observation des données sur les migrations internationales que l'on souhaite représenter. En fait, ce diagramme décrit un raisonnement en fait linéaire et différents choix qui sont exercés pour réaliser différents types de cartes. Par exemple, si l'objet d'étude est le migrant, alors il sera possible de représenter son changement d'état ou de situation, en l'occurrence spatiale. L'analyse portera alors sur des lieux pratiqués, des lieux d'installation, sans se préoccuper des trajets. Donc les cartes seront des cartes choroplètes ou avec des symboles, par exemple proportionnels pour indiquer des durées de présence ou de résidence en des lieux bien particuliers. Donc ces changements d'état sont souvent des analyses réalisées par des démographes. La seconde perspective d'analyse, par exemple, cartographique du point de vue des migrants, est celle réalisée entre les plusieurs lieux. Donc lorsque l'analyse porte sur les rapports qui existent entre les divers lieux, fréquentés par un même individu au cours d'une période donnée, il est possible donc de représenter une trajectoire. On va donc s'intéresser aux divers trajets, aux durées passées, et voir l'effet que ces trajectoires ou ces déplacements peuvent avoir du point de vue des lieux. Donc il y a deux approches qui existent. Une approche individu-centrée où il s'agit d'analyser les changements d'état ou les trajectoires, et une approche plus agrégée où il va aussi pouvoir être question de représenter soit des transferts plus ou moins fins, soit des situations, enfin des phénomènes de différenciation spatiale qui vont résulter du déplacement de parties importantes de population. Au-delà de ces représentations, l'espace support va jouer un rôle dans la mesure où il va s'inscrire dans un cadre théorique donné. Donc ça, on l'a bien vu dans l'évolution des cartes historiques de la première période, où selon que le maillage était discret ou continu, on arrivait à des interprétations des cartes qui variaient. La représentation des changements, voilà. Une fois que la manière dont l'espace est prise en compte, une fois que la façon dont l'espace est prise en compte est résolue, il s'agit de symboliser donc soit les situations au lieu, donc ça on ne détaille pas parce que c'est du registre de la cartographie en fait classique choroplète, soit de symboliser les relations entre les lieux, considérant qu'en fait le couple de lieux est un ensemble, est en réalité un objet géographique particulier. Certains géographes américains comme Goodchild ont pu montrer qu'en fait le couple de lieux était vraiment une unité d'observation particulière. Ici sont représentés des changements de forme qui sont esthétiques, mais qui s'inscrivent aussi dans un registre théorique donné. Par exemple, l'utilisation de flèches plus ou moins grosses va traduire des approches plutôt distraites, tandis que l'utilisation de petites flèches pour symboliser des champs de vecteurs va symboliser donc des mouvements plutôt continus, comme on l'a vu dès les premières cartes. Donc ces prérequis sur le choix du niveau ou du type de maillage étant posé, il s'agit maintenant de savoir, en fonction de la thématique, laquelle des composantes du déplacement on va pouvoir représenter. On a vu qu'il y avait plusieurs composantes qui coexistaient dans la mesure d'un même phénomène de mobilité. Donc on a plusieurs composantes et il est possible de formaliser donc graphiquement la manière dont ces composantes vont jouer. S'agit-il de privilégier la visualisation de la géographie du déplacement, l'enchaînement de différents lieux, auquel cas on va utiliser l'espace soit sur une dimension à la manière des économistes, soit sur deux voire plusieurs dimensions avec différentes orientations.
Il peut aussi être, on peut également décider d'introduire le temps et de le représenter pour lui-même. C'est la représentation du temps qui passe, en montrant par exemple des fréquences d'occurrence qui évoluent en fonction du temps. Ou représenter le temps sur différents plans, surtout lorsqu'il doit être composé, articulé avec d'autres composantes. En fait, l'intérêt réside ici surtout en la matière, dans l'articulation des composantes qui sont spatiales et temporelles et qui concernent donc le déplacement de population. S'agit-il de représenter le temps dans l'espace? Alors, ce sont des modèles très classiques où on représente donc une trajectoire qui évolue dans le temps et des durées de présence en différents lieux. Donc, du temps dans l'espace ou de l'espace dans le temps. Alors, la représentation de l'espace dans le temps passe souvent par la collection de cartes quand on est dans un format statique. Des collections de cartes décrivant des états successifs du déplacement dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, elles sont plus souvent mises en œuvre sous une forme interactive ou animée. Il est également intéressant de représenter l'espace-temps, comme dans les approches de la time géographique, qui consiste donc à réaliser une carte qui va privilégier plutôt la représentation de la dynamique du temps sur l'espace, plutôt que le changement d'état. Donc ici, ce sont les cartes en 3 dimensions, bien connues dans la time géographique. Et là, j'ai rappelé cette image, parce que ça a été élaboré à Migrinter, mais je ne sais pas si c'est connu des personnes de Migrinter. Donc ça, c'est un travail qui est issu du projet Mes Rêves, donc il y a maintenant près d'une dizaine d'années, où il s'agissait justement d'articuler différents procédés de représentation du temps, et aussi mis en œuvre un peu dans la thèse de Céline Bergeon, je crois. Où justement il s'agit d'articuler des modèles, voyez, graphiques de la data vise de base, des histogrammes ou des plans simples en 1 ou 2 dimensions, pour redonner donc sous une forme ici très classique, une proposition de modèle cartésien qui représente l'espace-temps en mettant en évidence le temps, mais l'âge des individus, l'espace, ainsi que l'espace, les durées de présence au lieu, ainsi que des phénomènes de circulation ou de trajet direct entre les lieux. Alors pour illustrer donc ce graphique des cartes que certains connaissent peut-être ici, sur des trajectoires résidentielles internationales, où les lieux sont figurés, vous voyez, par des points, les trajectoires par des liens, et la temporalité ici est sur un jeu de couleurs pour éviter de réaliser une collection de cartes. Donc toujours issu du projet Mes Rêves. Autres travaux réalisés ici à Migrinter pour essayer de discuter de la manière dont on va essayer de représenter des co-présences ou des co-situations qui évoluent d'un point de vue social, spatial et temporel. Donc au premier plan, un travail réalisé avec Audrey Gauvin, qui travaillait sur des migrants latino-américains. Et au second plan, un travail réalisé avec Mathieu Giroux, voilà, sur des coévolutions à l'échelle individuelle et agrégée, qui montrent, en fait, qui articulent ces différents travaux. Autre exemple investigué aussi ici à Migrinter, c'est la représentation plutôt de la composante temporelle des déplacements en faisant fi de l'espace qui devient secondaire. Donc le temps est introduit pour les durées de présence, où les symboles sont plus ou moins proportionnels, et dans la position en fait des différents objets, en fait les objets représentant les membres d'un même ménage. Donc le temps est doublement introduit ici pour représenter ces migrations. Et là, c'est un exemple qui articule l'ensemble des propositions qui avaient été réalisées ici. Donc, le point de vue de lieu, donc très localisé, où vraiment la carte représente des durées. La temporalité, avec le jeu de couleurs. La temporalité qui ne prime pas sur la carte, en haut à droite, et en bas à droite, la temporalité qui prime sur le temps pour montrer, en fait, la pénibilité des déplacements, la fréquence et la récurrence et les multi-passages entre différents lieux. Donc ces exemples en fait étaient surtout dédiés à une approche individu-centrée
Évidemment, l'approche individu-centrée, c'est une partie de l'analyse cartographique des migrations qui peut être effectuée, puisque les données sont en général disponibles à une forme plutôt agrégée. Donc là, la citation, elle est tronquée, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'était une citation de Peter Haggett. Il disait qu'en fait, les données de flux, elles sont toujours fournies par paquets incommodants et anachroniques qui posent des problèmes extrêmement ardus de cartographie et donc d'interprétation. En fait, ces données fournies par paquet incommodant, par paquet, posent beaucoup de problèmes dans la mesure où, pour mémoire, on rappelle que donc, le flux est la mesure d'une quantité qu'on va transférer entre au moins deux origines-destinations. Donc une quantité qui a été doublement agrégée dans un espace-temps donné. Et si elle est doublement agrégée, c'est que toutes les informations sensibles qualitatives ont été perdues lors de ces procédures d'agrégation. Et en général, à l'arrivée, on ne garde de l'agrégation de trajectoires individuelles qu'un état en un lieu, que deux stocks en un lieu et une partie que l'on va transférer. Donc ça, c'est vraiment l'information que l'on va disposer. Quand on ne dispose que de cette information, on va s'inscrire dans une carte de déplacement et on ne va pouvoir mobiliser qu'une implantation ponctuelle et représentée sous la forme d'un trait droit. C'est pour cela que la mesure est dite inexacte ici. En revanche, quand on se situe dans un mouvement dit des transports, c'est que l'on connaît l'infrastructure ou le mode de transport qui a été réalisé par le flux pour aller d'un point à un autre. Et dans ce cas, la carte sera bien sûr plus riche puisque l'implantation ou le support qui va servir à la représentation ne va pas plus être limité au couple de points, mais il va être l'infrastructure de transport en elle-même. Donc c'est pour ça que la carte décrira un itinéraire ou bien un mouvement des transports lorsque cet itinéraire sera valu. Donc entre les deux se développe une pratique de cartographie qui consiste à approximer le mouvement des transports, même si on n'a pas la donnée en tant que telle. Alors différentes méthodes peuvent être mises en œuvre pour essayer de représenter un mouvement, de faire une carte de mouvement, sans pour autant tomber dans le déplacement ou dans l'itinéraire. Donc c'est toutes les pratiques, c'est toutes les méthodes qui consistent à faire des traits plutôt courbes, toutes les méthodes de fusion graphique des trajectoires qui sont directes, qui doivent donner visuellement le mouvement. Ce sont des méthodes qui sont souvent graphiques, puisqu'en pratique, on ne connaît pas le cheminement. Elles posent d'ailleurs un certain nombre de problèmes pour certains flux, et en particulier à l'échelle mondiale. Et les problèmes qui se posent sont liés, encore une fois, au rôle joué par la géographie. On voit bien que pour pouvoir approximer le mouvement en l'absence de connaissance du mode de transport, il faut pouvoir raisonner à dire d'experts. Donc on a bien deux informations qu'il faut retenir, qu'on va pouvoir mobiliser dans notre cartographie. Un flux qui va s'inscrire dans une métrique euclidienne si on n'a pas d'informations sur le déplacement, ou bien un mouvement qui va s'inscrire dans une métrique empirique et qui va mobiliser différentes implantations. Donc la différence qu'on va avoir entre ces deux cartes est donc qualitative, puisqu'elle va donner à voir une distance cartographique plus ou moins importante. Donc cette différence, voici une illustration de cette différence entre le flux et le mouvement. Il s'agit en fait de flux commerciaux émis depuis l'Asie. Dans le premier cas, l'information qu'on a, ce sont les origines-destinations entre des pays d'Asie et le reste du monde. Ce sont les 5 plus gros pays avec lesquels l'Asie est en contact. On voit bien qu'en l'absence d'informations de détail, quand on n'a que les origines-destinations, on ne peut pas faire autre chose que de tracer un trait droit qui représente en fait la métrique euclidienne, la distance réalisée à vol d'oiseau. La même carte a été faite avec les mêmes données en dessous pour représenter un mouvement des transports par voie maritime, parce qu'elle a été affinée par un expert de ces transports maritimes qui a dit que telle quantité de tonnage elle passe de cette manière en suivant
telle ligne, et on voit bien le rôle ici de l'espace géographique, puisqu'on respecte l'alternance terre-mer, qui est un vrai problème à l'échelle mondiale pour ce type de flux, de même que le choix du système de projection est un vrai problème qu'on ne discutera pas. Donc la construction cartographique du flux, elle va être invariante sur le plan graphique ou formel, au sens où on va toujours mobiliser un point, un lien ou une flèche, mais la carte va jouer en fonction, donc va changer en fonction de la thématique, donc très important, et aussi en fonction de la thématique et de la manière dont on va considérer l'espace. Est-ce que l'espace est important? Est-ce qu'il n'est pas important? Donc, en conclusion, les enjeux théoriques sur lesquels qu'on peut essayer de retenir sont les informations qui concernent l'information géographique. Connaît-on la route, le chemin ou l'infrastructure ou le mode de déplacement de l'individu ou de l'agrégat qui s'est déplacé? Oui ou non? Ensuite, en fonction du type de données, on ne va pas détailler cette partie. Quels sont, en fonction de la posture que l'on souhaite représenter, souhaite-t-on représenter plutôt un état ou des situations du point de vue des lieux d'origine, de destination ou des deux, ou souhaite-t-on représenter le transfert, le déplacement, le cheminement ou le mouvement? Enfin, souhaite-t-on avoir une approche qui est purement graphique? Est-ce qu'on va souhaiter une approche plutôt numérique? Parce qu'en l'absence d'informations précises sur la connaissance du mouvement, il est possible de calculer ce mouvement, il est possible d'estimer ce mouvement de manière numérique en mettant en place différentes méthodes. De même qu'il est possible de travailler, d'avoir une approche qui est géocartographique sur le maillage spatial, d'essayer de reconstituer des trajectoires en travaillant plutôt sur le fond de carte, pour pouvoir essayer de simuler, ou de simuler, donner l'illusion de la représentation d'un mouvement en l'absence d'informations précises dans les données sur ces mouvements. Donc les approches vont être graphiques, numériques, géographiques, sachant que l'ensemble va s'inscrire dans le registre de la communication visuelle. En fait, nous, on fait partie des gens qui ne souhaitant pas réaliser des cartes pour des cartes sans tenir compte de la sémantique et de la signification de cette information. Donc elles vont toujours s'inscrire dans une thématique et les données vont être traitées au niveau graphique, numérique ou cartographique dans une certaine optique et compte tenu de l'information ou de message que l'on souhaite transmettre.